Bonjour à toutes et à tous, c'est une autre édition du magazine 77%. Bienvenue, je suis Panda Silla et c'est un plaisir d'être des vôtres. Cette émission se concentre aujourd'hui sur le quotidien de certains d'entre nous les jeunes vivant dans des zones de conflit. Dans notre débat citoyen, des jeunes Africains victimes de conflits s'adressent à leurs dirigeants. Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, des jeunes femmes s'impliquent à leur manière dans la recherche de la paix. Et au Nigeria, rencontre avec un prince qui aide à reconstruire une communauté traumatisée par la guerre. Elles sont belles et fertiles, pourtant les collines de l'Est de la République démocratique du Congo sont des lieux dangereux. Malheureusement, elles servent de refuge également pour des groupes de miliciens. Dans cet univers où règne la brutalité, certains habitants voient leur destinée complètement basculer. C'est le cas de Maman Faïda. Dans le reportage que nous allons suivre, cette femme explique comment elle en est arrivée à prendre les armes. Le paysage de l'Est du Congo est indéniablement beau, mais un sentiment de peur règne ici. Cette région est régie par un réseau complexe de milices concurrentes. Aujourd'hui, la zone est connue sous le nom de No Man's Land. Elle n'est ni contrôlée par le gouvernement, ni par un groupe spécifique. Maman Faïda a rejoint une milice locale il y a presque 20 ans après qu'un groupe armé ait attaqué son village. Des hommes ont tué ses parents à coups de machette. Elle n'avait alors que 15 ans. Elle avait déjà été mariée. Le même groupe avait auparavant tué son mari. Je me sentais vaincue, ma vie se compliquait davantage. J'ai vu ce qu'ils m'avaient fait et comment ils avaient tué ma famille. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme avant. Alors j'ai décidé de devenir une combattante et de les chasser. Si elle en avait l'occasion, elle les abattrait sur le champ, dit-elle. Alors quand un ancien professeur a commencé à recruter des gens pour se venger, elle a décidé de le rejoindre. De nombreux membres de la milice partagent des histoires similaires de jeunes gens traumatisés qui ne savaient pas où aller. Ils ont tué mon père. Ils ont tué tous les membres de ma famille. C'est la seule raison pour laquelle je suis devenue une combattante. Le groupe lui a également offert une chance de survie. Il contrôle environ 20 villages dans la région et offre de la nourriture en échange de la sécurité, un accord qu'il disait très consensuel. Mais de nombreux habitants ont encore peur d'eux. La notion de consentement est ici compliquée, mais Maman Faïda admet qu'elle ne peut pas prendre le risque de fuir elle-même. J'ai entendu dire que des gens ont essayé de fuir le groupe, mais je n'ai pas cette possibilité. Je n'ai personne pour m'aider, je n'ai pas de terre, je n'ai personne qui puisse m'aider à reconstruire ma vie. Elle aimerait échanger son arme contre la vie qu'elle menait avant, celle d'agricultrice. Maintenant, elle déverse tout l'espoir qu'elle a dans ses enfants, qu'ils auront le choix un jour. Si Dieu me bénit, je pourrais au moins leur donner une éducation. S'ils sont bénis, au moins ça. Je ne pourrai jamais trouver un autre emploi. Je ne peux donc pas les aider toute seule. Bien que sa propre vie ait été marquée par le chagrin, la peur et les traumatismes, Maman Faïda sait que la meilleure chance de réconciliation et de paix réside dans la génération de ses enfants. Espérons que cette jeune génération saura pousser les dirigeants à trouver des solutions durables aux conflits sur notre continent africain. Parce que comme nous venons de le voir et de l'entendre, ces conflits créent un cercle vicieux où la pauvreté devient un piège sans fin. Et c'est un sujet très brûlant dont nous avons débattu avec les jeunes Congolais qui sont affectés par des années de conflits dans la ville de Goma. Notre équipe de Street Debate est allée se faire une idée des ressentiments sur place dans ce territoire de l'Est de la RDC. Nous essayons de voir à quoi ressemble le quotidien des jeunes dans une zone de conflit et comment ils réagissent. Et vous le verrez encore une fois dans ce débat, les avis sont très tranchés. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Wendy Bachi, vous regardez 77% Street Debate. Nous nous trouvons ici, à Goma, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cela va faire plus de 20 ans que cette partie du pays est confrontée à un fort taux d'insécurité. Qu'est-ce que cela représente d'être né et d'avoir grandi dans un tel contexte? Je vais commencer avec vous, Stewart Mouindo. Vous êtes activiste, vous vivez ici à Goma. À quel âge est-ce que vous avez dû fuir votre maison pour la première fois? Alors déjà, c'est en 2008 que j'ai dû fuir pour la première fois avec toute ma famille,
que je vivais à Kiwanja, à territoire de Rutshuru à l'époque. Et j'ai dû fuir avec ma famille à Butembo d'abord, puis à Beni, parce qu'il y avait la rébellion du CNDP de Laurent Kunda. Après ça, je reviens peut-être sur ça parce que c'est le déplacement le plus long, le plus général de la famille. Mais il y a toujours eu des intermittences pendant lesquelles on a été obligé de fuir. Merci beaucoup, Stewart. Je me tourne vers vous, Ben Kamuntu. Vous êtes artiste, slammer. À quel moment est-ce que vous avez réalisé que vous vivez dans une zone de conflit? J'ai réalisé que je vivais dans une zone de conflit quand j'avais le même âge que Stewart. En 1998, quand nous avons fui la guerre de l'Afdel, l'entrée d'Afdel. Et je me rappelle que nous avons fait plus de 60 km à pied pour quitter Bukavu et fuir dans notre village d'origine. Et je me rappelle des images de mes frères, de mes oncles qui me portaient sur le dos. Et j'ai vraiment des images des cadavres qui étaient sur la route. Et j'étais vraiment trop petit. Et cette image-là est restée comme une photo dans ma mémoire, quoi. Et ça reste, quoi. Monsieur Farini, vous êtes responsable au sein de la cellule communication du gouvernement militaire ici à Goma. Pourquoi est-ce que la situation ne change pas? Je pense que la situation s'améliore nettement. On n'est pas peut-être au niveau des criminalités zéro, par exemple, en ville de Goma. On n'y arrivera même jamais, même parce qu'à New York, vous ne trouverez jamais, même aux États-Unis, partout, la criminalité zéro. Mais il y a quand même des efforts qui sont en train d'être faits pour inverser la tendance. Alors concrètement, quels sont ces efforts? En quoi consistent-ils? Concrètement, quels sont ces efforts? D'abord, il y a un dispositif qui a été, une situation exceptionnelle qui a été instaurée en province du Nord Kivu, c'est l'état des sièges. L'objectif est toujours de faire en sorte qu'on puisse rétablir la quiétude dans cette partie de la République démocratique du Congo. On vient de parler maintenant, à l'instant. Le porte-parole, donc le responsable de la cellule de communication du gouvernorat dit qu'on est en train de changer le narratif. Vous y croyez, vous? Dire que la situation est en train de s'améliorer, je crois que c'est une négation qui ne nous permet pas d'avancer. Alors, Monsieur Farini, est-ce que vous souhaitez réagir à ça? C'est vrai qu'il y a des poches qui sont encore en proie à l'insécurité. Et l'autorité militaire se met à pied d'œuvre afin de pacifier toutes ces poches résiduelles. Je viens vers vous, Passy Moubalama. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aujourd'hui quand le chargé de communication de la cellule du gouvernement militaire ici à Goma dit que la situation est en train d'être rétablie? Est-ce que vous épousez ces idées? J'ai juste envie de pleurer en fait. Parce que dans les territoires de Massissi, où moi je travaille, malheureusement, chaque jour, il y a toujours des cas de femmes qui sont violées et que nous accompagnons. Le gouvernement est en train de montrer comme si la situation s'améliore, la situation va de mieux en mieux, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire parce que tous ces cas en fait, de viol qu'on continue à enregistrer, c'est inacceptable. Linda Light, vous êtes une artiste slameuse. Quand on est né et qu'on a grandi dans un contexte comme celui du Nord Kivu, est-ce qu'on peut encore avoir de rêves? Est-ce qu'il est permis de rêver? Est-ce qu'on se projette dans le futur? Je suis jeune leader, je suis censée influencer, parler aux autres, leur montrer que ça va aller, faire confiance au gouvernement. Mais quand j'entends ça, je me dis, le gouvernement n'est même pas capable d'accepter qu'il y a des problèmes. Comment est-ce qu'ils vont résoudre un problème qu'ils ne sont même pas capables de voir si ça existe? Ben, est-ce qu'on rêve quand on est jeune à Beni, quand on est un artiste? Il y a quelque chose qu'on ne peut pas nous ravir. C'est notre capacité de rêver. Alors, ce que les jeunes Congolais veulent, c'est vivre uniquement en paix. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas même l'image de qu'est-ce que peut ressembler une ville où on ne pense pas qu'il peut y avoir des coups de balle, qu'on peut être tiré dessus le matin, où on peut aller dans son village, on peut
faire un jogging, on peut aller se promener juste dans le... Ou avoir la capacité de sortir avec sa copine le soir dans une boîte de nuit sans pour autant avoir un taxi pour rentrer à la maison, avoir de l'eau pour se laver, pour sortir, avoir de l'électricité. C'est ça, c'est ce que les jeunes Congolais veulent. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ce jeune Congolais qui demande la paix? C'est son droit le plus légitime et absolu. Je ne peux pas le lui refuser. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons tous voir dans la même direction. Autorité militaire, population, et cette même direction, c'est-à-dire trouver des moyens en vue de vivre dans une quiétude dans cette partie de la province. Et cela est possible. Et ça passe par une collaboration, j'insiste trop sur ça. Politico-civil, vous l'avez dit tout à l'heure. Linda Light, est-ce que vous pensez que d'une manière ou d'une autre, cette collaboration politico-civile pourra aboutir à quelque chose et qu'un jour vous puissiez vivre dans cette ville en toute quiétude? Avec tout ce qui se passe, je dirais non. Bon, j'ai perdu l'espoir parce qu'on a toujours dit que Goma c'était une ville résiliente et désormais on vit avec. C'est comme le stress, on apprend à vivre avec le temps. Donc moi là j'ai perdu espoir, mais je continue à me réveiller chaque matin en espérant, un petit espoir, en espérant qu'un jour il y aura une vraie collaboration entre la société politico-civile. Ouais. Nous arrivons à la fin de notre débat. Nous vous donnons rendez-vous sur toutes nos différentes plateformes et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à participer à la discussion. Merci à vous, Wendy Bashi. L'insistance de certains de ces invités que nous venons d'entendre se comprend aisément. Un environnement sécurisé est nécessaire pour qu'en tant que jeunes Africains, nous puissions être éduqués et profiter de la vie. Car après la période des conflits vient souvent le processus de reconstruction qui peut s'avérer très laborieux. Les expériences sont légion en Afrique, au Rwanda, au Libéria ou encore en Sierra Leone, pays sur lequel on s'arrête un instant. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, les habitants continuent de traîner les séquelles de plusieurs années de conflits. En Sierra Leone, vous le savez, la guerre civile qui a éclaté en 1991 et a fait plus de 50 000 morts en 11 ans, 2 décennies plus tard, l'avenir de ces jeunes reste incertain. La corruption, la pauvreté ou encore le chômage restent endémiques alors que la nation est encore en reconstruction. Enfants soldats, diamant du sang et effondrement d'une société entière. Voilà ce qui a caractérisé la guerre civile qui a duré 11 ans en Sierra Leone. Bien qu'elle ait pris fin il y a 20 ans, les cicatrices de ce conflit sanglant continuent de marquer la société sierra-léonaise. La guerre a commencé en 1991 lorsque le groupe rebelle, le Front révolutionnaire uni, le ROUF, s'est formé pour renverser un gouvernement perçu comme faible, corrompu et incapable de gérer le pays. Plus de 10 000 enfants, certains âgés d'à peine 5 ans, ont été recrutés dans les groupes armés. Les viols, les enlèvements, les amputations, les meurtres et la destruction des villes et des villages étaient monnaie courante. Les rebelles finançaient leurs activités par la vente de diamants dits de sang ou de conflits. Avec l'aide de Charles Taylor, alors président du Libéria, les diamants ont été passés en contrebande à l'étranger, puis vendus dans le monde entier. Lorsque la guerre a pris fin en 2002, on avait dénombré près de 70 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Une génération entière de jeunes a été séparée de sa famille. Des jeunes qui ont reçu peu ou pas d'éducation et qui portent les cicatrices de la guerre. Je suis sûre que nombreux parmi vous, les 77%, portent des cicatrices de conflit. Si rien n'est fait, le risque de désespérer est élevé, ce qui peut conduire à davantage d'instabilité et de conflits. Comment traiter donc les cicatrices de la guerre? Partagez vos idées avec nous. Faites-nous part de vos expériences ou de choses que vous comptez entreprendre vous-même. Une idée, par exemple, c'est d'investir dans la jeune génération et lui garantir un lendemain meilleur. Et cela implique qu'il faut aider en particulier les enfants à surmonter les traumatismes causés par les conflits. Dans le nord du Nigeria, un homme semble bien comprendre cela. Abba Kyari est un prince et il assiste des enfants.
issus de zones affectées par la violence djihadiste à se rétablir de leur traumatisme et à retourner à l'école. Voyons comment il y arrive concrètement. Il ne s'agit pas d'un simple jeu d'enfants dans le nord-est du Nigeria. Il s'agit en fait d'un exercice pour soigner les traumatismes dans un camp de personnes déplacées à l'intérieur du pays. À 30 km des routes de la capitale régionale Maïdougouri, la ville est réputée pour être le fief de Boko Haram. La plupart de ces enfants ont des cicatrices psychologiques invisibles. Ils ont vu des choses qu'ils n'oublieront peut-être jamais. Leurs maisons ont été réduites en cendres ou leurs proches ont été maltraités et tués. Mais Abakari Abacha et sa fondation Academic Memorial leur viennent en aide. Je me concentre sur leur intérêt et sur la façon dont ils comprennent les langues, ainsi que sur les activités qu'ils avaient l'habitude de faire chez eux avant de venir dans les camps de déplacés. Abakari Venevan est un vrai prince. Il fait partie de la famille royale de Maïdougouri, très en vie sur le plan politique. En fait, son oncle est le Chéhou de Borno, le chef traditionnel suprême de l'État de Borno. Mais Abakari a créé l'Academic Memorial Foundation pour aider à soigner les traumatismes des enfants touchés par l'insurrection de Boko Haram. Dans un premier temps, Abakari finançait lui-même l'ONG, mais celle-ci bénéficie désormais du soutien de l'UNICEF et de Street Child du Royaume-Uni. Sur le terrain, il a formé une équipe de 177 jeunes volontaires dans le but de développer un programme pour aider les enfants à se rétablir. Lorsque j'ai appelé les jeunes pour cette initiative, ils se sont montrés très enthousiastes et étaient prêts à continuer ce que j'essaie de faire. Ils comprennent l'impact de ce soutien psychosocial. Certains des volontaires ont une formation de base en psychologie et ils encouragent les enfants à recentrer leurs souvenirs pour se souvenir des périodes plus heureuses et paisibles avant le début de l'insurrection. En leur offrant des livres comme nous le faisons et puis en leur faisant accoucher ce qui est dans leur mémoire, tout ce qui leur vient à la mémoire. La plupart des enfants dessinent des armes à feu ou d'autres choses de ce genre et sont impatients de se venger. Si on ne fait pas attention dans les 20 prochaines années, ces enfants deviendront des voyous ou quelque chose de terrible. 20 years, these children will become maybe thugs or something, terrible. L'objectif est de préparer mentalement les enfants des camps de déplacés comme Habiba Mohamed afin qu'ils puissent retourner à l'école. Les cours d'Abakari m'ont aidé à me battre dans mes moments de détresse. Nous traversions des moments difficiles alors que nous courions pour nous mettre à l'abri des combats. L'équipe ici joue avec nous et ce sont eux qui nous ont aidés à oublier nos moments tristes. Cela nous a vraiment aidés à aller de l'avant. Et maintenant, nous allons même à l'école. Abakari et son équipe ont porté une lueur d'espoir et du plaisir à ces jeunes enfants. Et même si beaucoup reste à faire, les efforts d'Abakari constituent un début prometteur pour la construction d'une communauté déchirée par la guerre. Un instant de bonheur pour ces enfants, n'est-ce pas? C'est une belle façon de remettre une communauté sur les rails. Parce qu'après tout, il faut que la vie continue. C'est ce qu'essaient de faire des jeunes femmes du nord-est de la RDC. Elles ont créé un festival dénommé Musica Nakipaji, qui veut dire en français « filles avec du talent ». Voyons de plus près ce que font ces jeunes et comment leur message est reçu dans la région. Maintenant, on lève nos poings pour que le bleu du drapeau dessine l'espoir d'un Congo dépourvu de massacres, que les rouges rappellent à jamais le sang de nos frères tués, de nos proches réduits en cadavres. Séance de répétition comme presque chaque semaine. Les jeunes filles ne vont pas trop loin chercher leur thème. L'actualité quotidienne et le fait des sociétés sont leurs principales sources d'inspiration. Dev, 18 ans, a écrit son premier slam en 2020. Il a pris goût à cet art grâce au collectif Goma Slam Session qui réunit plusieurs dizaines d'artistes poètes, rappeurs et slammeurs de la capitale du Nord Kivu. Dev est né et a grandi dans les turbulences liées à la guerre. Elle a vécu la première invasion du M23 en 2012. Déposer la plume pour elle n'est pas une option. C'est l'écriture qui est mon arme. J'essaie d'écrire des textes qui conscientisent
des textes qui parlent de la guerre, des textes qui proposent certaines solutions pour aboutir à la paix. Et pour moi, c'est ma façon de lutter pour cette cause. Le métier si noir, nos amours perdus d'avance, où on déclame nos fiertés, nos satisfactions, nos réussites. Âgée de 19 ans, Ada s'inspire aussi de son expérience personnelle et travaille sur le même thème que Dev. J'ai déjà vécu la guerre et ça m'avait particulièrement touchée. Et jusqu'à aujourd'hui, moi j'en parle dans mes textes. Je dénonce ces drames que vivent nos compatriotes, nos frères. Et à travers mon art, j'espère et je crois qu'un jour on m'entendra. On a beau se dire ce que vous êtes et ce que vous faites, c'est peut-être ce qu'il faut. Mais ce soir j'ai envie qu'on m'écoute et qu'on parle, que ces hommes ici présents répondent à mes questions. Ada et Dev poursuivent leur vie artistique en parallèle à leurs études universitaires. Dev étudie la médecine et Ada est inscrite en droit. Elle pourrait plus tard soigner et défendre les victimes d'atrocités. Ne pas baisser les bras ni se laisser décourager. C'est aussi un beau message pour le Burkina Faso car ces dernières années, de grandes parties du pays ont été plongées dans de violences provoquées par des activités des groupes armés non étatiques. Mais l'ambiance dans une ville comme Bobo-Dioulasso montre comment les gens font face à la situation du mieux qu'ils peuvent. Voyons cela à travers cette visite guidée. Aouniche, je suis Agibou Bougobali-Sanou, danseur chorégraphe et directeur du festival à Bobo-Dioulasso. Je m'en vais vous présenter ma toute petite belle ville qui m'a vu grandir. Bienvenue à Bobo, à Bismillah. Bobo-Dioulasso, affectueusement appelée Bobo par les habitants, est la deuxième plus grande ville du Burkina Faso. Elle compte environ 900 000 habitants. La ville n'est pas loin de la frontière avec le Mali et la Côte d'Ivoire. Bobo est un centre économique et de transport et fait partie d'un important réseau ferroviaire entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. La gare construite en 1933 rappelle des souvenirs à notre hôte. Nous sommes devant la gare de Sitaray. Mon grand-père, mon père et plusieurs oncles qui étaient cheminots ont travaillé ici. Moi, depuis que j'étais tout petit, je passais mon temps ici avec une toute petite carte de fils de cheminot, de petit-fils de cheminot, et on prenait le train gratuitement depuis Bobo-Dioulasso jusqu'à Abidjan. Le nom de Bobo-Dioulasso vient de deux plus grands groupes ethniques de la région, les Bobo et les Djoula. L'architecture de la ville témoigne également des influences islamiques. Ce joyau que vous voyez juste derrière moi a plus de 135 ans d'existence et construite qu'avec de la terre et du bois et ça tient toujours. Moi, je fais partie d'une famille, d'une très grande famille musulmane, marabout. En même temps, nous n'avons pas renié nos pratiques traditionnelles, les masques et les chasseurs. Nous nous rendons au festival de danse, l'un des plus grands événements de danse d'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre culturelle majeure a lieu chaque année à Bobo-Dioulasso. Agibou s'est fait connaître au-delà des frontières de son pays en tant que directeur du festival. Alors, ici nous sommes à Akarville, dans le quartier Akarville, c'est ma rue. Ici, c'est la rue de In and Out Dance Festival, les rencontres internationales de danse dans les espaces publics. Dans ce quartier, tout le monde danse. Les grands-mamans, les papis, les tontons, les oncles, les petits frères, les artistes, les non-artistes, tout le monde danse. À la fin de la visite, Agibou nous amène dans son restaurant préféré pour goûter au plat emblématique du Burkina Faso, le poulet à l'ail. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Le poulet à l'ail ou poulet flambé est fait à base de la poule bio. Ce qu'on appelle les poules bicyclettes. Ça court, nous on court derrière, on les rattrape et ça passe dans la marmite. Vous savez, vous ne pouvez pas passer au Burkina sans goûter, en tout cas au poulet à l'ail ou au poulet flambé. C'est une spécialité simplement et purement burkinabé. Bienvenue à Bobo-Dioulasso et venez déguster mon poulet flambé avec moi. Bon appétit à ceux qui nous regardent. Eh bien, bon appétit à toi, Agibou Sanou. Ces images m'ont juste fait saliver.
C'est donc ici que nous terminons cette édition de l'émission. J'espère que vous avez beaucoup appris de ce numéro de 77%. N'oubliez pas, cette émission est la vôtre. Alors partagez vos commentaires avec nous par mail ou sur Facebook. J'ai hâte de lire vos messages. On se quitte sur une chanson d'Inos B de la RDC Congo qui vous encourage à faire votre chemin quoi qu'il arrive. Même si les circonstances de la vie ne sont pas en notre faveur. Merci d'avoir suivi ce magazine. Au revoir et à bientôt. Si tú no